Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on va vous parler des Français à l'étranger, une communauté en mouvement fort de 1 700 000 de Français à l'étranger. Cette communauté déploie donc son énergie aux quatre coins du globe. Leur choix, l'expatriation, c'est le reflet d'une aventure forcément internationale, riche en diversité et en découverte, renforçant ainsi les liens entre la France et le reste du monde, Philippe. Et ces Français à l'étranger, tendances et perspectives, elles se caractérisent par sa durée prolongée et son dynamisme, avec plus de la moitié de ces Français résidant à l'étranger depuis plus de 5 ans, qui contribuent à la vitalité des économies étrangères. Malgré les défis rencontrés, cette expérience offre des opportunités professionnelles stimulantes et une ouverture d'esprit incomparable. Notre expert pour en parler durant toute cette émission est Nicolas Leroy, qui est avec nous, directeur du recrutement Groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Et puis Jean-Pierre Pons sera avec nous, éditeur du site et du magazine Français à l'étranger. Et Antoine Ridan, DRH de Colas Rail. Et puis nous aurons bien entendu en direct de Dubaï et puis des États-Unis, je crois, des expatriés. On en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Alors Jean-Pierre Pons, merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur du site et du magazine Français à l'étranger. Avec nous aussi pour en parler, je le disais il y a quelques instants, Nicolas Leroy, qui est directeur de recrutement Groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Juste avant, petit état des lieux finalement de ce qu'on appelle les Français à l'étranger, ce qui différencie du mot expatrié en fait, selon vous. Alors d'abord, je vais vous corriger, quand vous parlez d'1,6 million, ce sont seulement les gens immatriculés. Mais la réalité du nombre de Français à l'étranger, c'est 3,5 millions. Chiffre délivré par l'INSEE. Et les immatriculés sont les gens qui vont dans le consulat pour s'inscrire. Donc c'est beaucoup dans les pays du tiers-monde. Mais en Europe, par exemple, il n'y a qu'un tiers des Français en Europe qui s'immatriculent. Donc la réalité, c'est 3,5 millions. 3,5 millions. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un Français à l'étranger et un expatrié ? D'abord, si vous voulez, sur les Français à l'étranger, vous en avez pratiquement la moitié qui sont binationaux. Plus dans les pays du Sud, 65-70% en Afrique, et en Europe un peu moins. Donc ces binationaux sont des franco-européens, des franco-africains, des franco-asiatiques, qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui ont souvent un double passeport, une double nationalité. Donc si vous voulez, ces gens-là sont des Français de l'étranger et pas des expatriés, parce qu'ils sont nés dans leur pays d'origine, ils y vivront toute leur vie. Donc il faut bien faire la différence. Et pour ceux qui ne sont pas binationaux, c'est quoi la principale source de motivation pour s'expatrier ? Et on va en parler après, pour devenir dans une entreprise un expatrié, voilà, dans les deux cas de figure. Alors, justement, pour rebondir, l'expatriation a beaucoup changé, en fait, c'est beaucoup modifié. On est passé de cadre supérieur, dirigeant, c'était un peu l'aboutissement d'une carrière, de terminer expatrié, au sens où vous l'entendez. Et puis aujourd'hui, ça concerne un peu tout le monde. C'est une vraie option pour tout type d'employés aujourd'hui de s'expatrier. Et aujourd'hui, c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Cette option fait que on a 100 000 étudiants tous les ans qui partent à l'étranger. Et donc, on se retrouve avec un peu des cadres de tout niveau, ou même des employés qui partent à l'étranger, aux États-Unis et surtout en Europe. C'est ce qu'on disait, il y a quand même 50% aujourd'hui des expatriés qui sont en Europe. Et donc, ça va être intéressant justement de voir qui sont là où il y a le plus de demandes en fait sur ces profils. On va en parler dans un instant avec Antoine Ridan, bien sûr. Et DRH de Colas Rail. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est finalement, est-ce qu'il y a une moyenne ? Est-ce qu'on part 1 an, 5 ans, 10 ans ? Il y a une moyenne de ce départ. Quand on est Français à l'étranger, c'est toute la vie. Quand on est expatrié, ce sont des contrats, donc qui peuvent être des contrats de 2 ans, de 5 ans. Ça dépend si on va sur un chantier de BTP ou si on va comme dirigeant d'une banque, du filiale d'une banque, ou comme expatrié total. Donc les durées de contrat sont en général de 2 à 5 ans. Il n'y a pas de règle en fait. Oui. C'est vraiment contractuel. Antoine Ridan. Oui. Non, il n'y a pas forcément de règle. C'est vrai que les gens peuvent partir. En effet, généralement, ils partent sur des contrats de 3-4 ans. Parce qu'en général, nous, en tout cas chez Colas Rail, la durée de nos projets, c'est souvent des projets de métro, tramway, donc c'est des durées de 3-4 ans. Et puis après, il n'y a pas forcément de règles. Soit les gens reviennent en France, ça dépend aussi des situations familiales, soit au contraire, ils continuent à l'international. Donc en fait, c'est vraiment assez variable. Il y a des gens qui vont faire toute leur carrière à l'international,
parce qu'ils ont pris goût et finalement ils sont un peu picousés à l'international, ils ont envie de rester plutôt à l'étranger. Et puis il y a des gens qui font des allers-retours, qui peuvent revenir en France quelque temps, repartir, enfin voilà. Je rappelle juste que Colas Rail, c'est 5600 collaborateurs dans le monde, à peu près, sur 24 pays différents. Exactement. Et on va leader de tout ce qui est, on est un leader mondial de tout ce qui est construction, on fait de la conception, de la construction et de la maintenance d'infrastructures ferroviaires. Alors, depuis 170 ans. Oui, voilà. Donc, aussi bien des lignes grande vitesse que des lignes classiques. Mais c'est vrai que souvent, à l'international, c'est quand même plutôt des projets urbains. Donc, métro, tramway. Donc, et c'est vrai que on est vraiment sur un développement aussi qui est assez durable, une mobilité qui est plutôt durable et puis qui change une ville. Donc, c'est vrai que c'est aussi le côté satisfaisant de ces métiers-là, c'est qu'on change complètement la manière de se déplacer dans une ville. Donc, et avec des compétences techniques assez variables, parce qu'on travaille aussi bien sur la voie que sur la caténaire et sur toute la partie énergie, courant fort, signalisation, système. On parlera des différents métiers, des 12 métiers différents. On disait souvent que, par exemple, le Canada, comme c'est un pays partiellement francophone, c'était l'Eldorado des Français. Je sais qu'on est pas mal écouté au Canada. On les salue d'ailleurs, nos auditeurs français du Canada. C'est encore le cas ou pas, où il y a d'autres Eldorado aujourd'hui? Si vous voulez, moi je crois qu'il faudrait déjà expliquer aux auditeurs comment on peut aller à l'étranger. Quand on est jeune, on commence par Erasmus. Mais Erasmus, on oublie aussi qu'il donne de l'argent à Pôle emploi pour envoyer des chômeurs français apprendre une langue étrangère et partir en Europe. Ah oui. Bon, ça, on ne le sait pas. Non. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le PVT, le programme vacances-travail. Si vous n'êtes pas diplômé, vous avez le gouvernement français a signé des conventions avec une quinzaine de pays, comme l'Australie, les grands pays, c'est le Canada et l'Australie. Et là, c'est la saturation. Ils mettent en ligne 5 ou 10 000 offres de PVT. Dans la demi-heure, les visas sont distribués. Bon. Donc ça, le PVT est un très bon outil pour des gens même qui ne sont pas diplômés ou qui sont techniciens ou cuisiniers ou de métiers pas nécessairement de grands diplômes. Ensuite, vous avez le VIE, le volontariat en entreprise que vous utilisez, qui touche à peu près 5 000 personnes par an. Mais le PVT, ça peut monter à entre 50 et 100 000 personnes par an. C'est énorme. Et quand vous êtes allé en Australie à travers un PVT, là, ou au Canada, vous avez la chance d'avoir un visa de travail derrière. Beaucoup plus que si vous postulez à partir de Paris. Et puis après, vous avez ce qu'on ne connaît pas du tout, je ne sais pas si vous le connaissez vous, mais il y a le réseau EURES de l'emploi. Le réseau européen de l'emploi, qui s'appelle EURES, qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Vous allez sur leur site, vous avez 3 à 4 millions d'offres d'emploi en permanence. Ah oui, 3 à 4 millions. Oui, d'offres d'emploi. Vous avez un réseau de 850 euroconseillers dans toute l'Europe. C'est génial. Dont à peu près 80 en France. C'est-à-dire que si vous habitez à Grenoble ou à Brest, vous voulez travailler au Danemark, vous allez voir votre euroconseiller dans la structure Pôle emploi, enfin maintenant France Travail, et il va vous mettre en contact avec l'euroconseiller. Vous voyez, donc il y a des gisements, mais malheureusement, comme d'habitude, les gouvernements communiquent mal. EURES va fêter ses 30 ans, le 21 mai. Eh bien, vous ne le connaissez pas, et c'est un réseau exceptionnel. En matière d'administration, lorsque vous partez à l'étranger, par exemple en Europe, quel statut vous avez? Vous êtes français, mais ça veut dire que vous cotisez où? Alors vous avez raison de dissocier. Ouais. L'Union européenne a un privilège, c'est que quand vous allez dans un pays européen, vous amenez avec vous votre protection, vous avez la protection sociale commune. Si vous avez des points de retraite belges ou allemands, vous les récupérez à votre retraite à la fin de votre carrière. Donc on a une protection en Europe qui est exceptionnelle. Donc moi je recommande aux jeunes d'abord de commencer par l'Europe. Vous avez, on n'y pense pas non plus, mais il y a un EURES transfrontalier. Vous avez près de 200 000 Français qui tous les jours vont travailler dans un pays voisin. Vous avez 105 000 Français qui habitent en France, qui vont travailler au Luxembourg tous les jours. Oui, c'est vrai. Il y a des embouteillages. Oui. En Suisse, même chose. Donc, avant de commencer de partir à l'aventure à l'autre bout du monde, si vous pouvez vous faire la main et trouver un emploi très rapidement en transfrontalier ou après dans un pays européen. Surtout que tu parlais tout à l'heure d'Eldorado, que ce soit l'Australie, les US ou le Canada, il faut savoir que c'est très très difficile d'un point de vue administratif pour un Français. Il doit être sponsorisé, et ça je pense que vous pouvez le confirmer, par son entreprise. Sinon vous avez quasiment aucune chance d'avoir un visa. Le monde entier veut aller en Australie. Oui. Eh ben, je vous propose de rester avec nous quand même. Partez pas tout de suite. C'est moins loin que l'Australie quand même. Oui, c'est plus accessible. Nous, on est très ouverts. Dans un instant, on reviendra sur cette belle entreprise. Ça s'appelle Colas Rail. Le DRH est avec nous. Antoine Ridon lui posera plein de questions parce que là, il y a plein de postes à pourvoir et surtout, c'est une belle et grande entreprise. On en parle dans un instant. Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Et ce soir, dans les vraies voies de l'emploi, on vous envoie à l'international. Et ça, c'est un bon délire, en tout cas, en matière de carrière. Jean-Pierre Pont est avec nous, éditeur du site et du magazine Français à l'étranger. Et puis, notre expert, vous le connaissez, Nicolas Leroy, directeur du recrutement, groupe fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Et puis, cette belle entreprise, ça s'appelle Colas Rail. Antoine Ridon est avec nous, DRH. Cette entreprise, on le disait il y a quelques instants, vieille de 170 ans aujourd'hui. C'est un énorme groupe qui s'est déployé un petit peu partout dans le monde. Oui, je pense qu'il y a eu... Alors c'est un groupe qui est vraiment né c'est une historique, c'était Spirail, et puis une autre entreprise, c'est Corail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait des implantations, notamment dans le monde, qui étaient assez présentes depuis très longtemps. On est depuis 40 ans en Égypte, sur le métro du Caire. On a aussi bien des filiales. Et là, on croit beaucoup à l'international. La croissance se fait beaucoup à l'export, avec énormément de projets qui viennent d'être signés en Égypte, un peu partout dans le monde. Aux Philippines, on a signé un énorme projet aussi. Et une croissance à venir assez importante à l'export. Donc pas mal de postes qui vont s'ouvrir évidemment sur l'export. Mais je rebondis sur les 5600 salariés. Combien sont à l'international aujourd'hui ? On en a, je pense, à peu près... je dirais à peu près 1500, 2000. Ah oui, quand même. On a 1500 personnes. Alors si on considère que... L'Angleterre à l'export, on a 1500 personnes en Angleterre déjà. On en a pas mal en Europe aussi. Et puis après, si je prends vraiment l'international au-delà de l'Europe, on a à peu près 1500 personnes. Ah oui, quand même. Vous êtes sur les 5 continents. Quand on regarde votre implantation, c'est assez impressionnant. Jusqu'à l'Océanie, 24 pays. Est-ce qu'il y a des continents ou des pays plus expatriés friendly, pour utiliser un néologisme, que d'autres ? Non, pas forcément, parce que comme on est beaucoup, ce que je disais, on est beaucoup sur les projets urbains. Globalement, on est quand même souvent sur des grandes villes qui créent une nouvelle ligne de métro, une extension, un tramway. Donc c'est quand même, il y a le Canada qui attire forcément, on en parlait tout à l'heure. Les Français. Une attractivité forte pour les pays Canada, États-Unis. On travaille sur des projets de lignes à grande vitesse aussi aux États-Unis là. Ah oui. Donc c'est des projets qui forcément génèrent de l'attractivité en interne. Mais après, je pense qu'on est les gens bougent assez facilement en fait, ils sont prêts à aller un peu partout. Ouais. Et c'est des contrats de combien de temps en fait, en moyenne ? Je pense qu'en général quand les gens partent c'est 3 ans, 4 ans. À peu près un projet chez nous, sur des gros projets. Alors il y a toute une phase étude, qui généralement c'est pas forcément les mêmes équipes qui sont en phase étude, en phase de préparation de projet, et les gens qui font les travaux. Mais je dirais que c'est à peu près, on va dire 2-3 ans. Mais ça veut dire qu'on embarque toute la famille ? Oui. Ou alors on fait des allers-retours, si les gens sont en famille, en général, ils partent en famille. Oui. C'est clair. Et vous êtes aidé pour l'implantation de la famille là-bas, trouver l'école, de préférence lycée français, par exemple, quand ils sont lycéens ? Il faut qu'il y ait une école déjà, parce que c'est pas forcément... Mais bon, comme en général, on est dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il y a pour des les écoles. travaux, en général, on trouve des écoles, donc ça fonctionne plutôt bien. Et oui, évidemment, on les accompagne. On les accompagne là-dessus. Comme c'est à 90%, je pense, des chantiers d'État, en général, les chantiers ferroviaires et de transport public, vous ciblez des expatriés qui sont binationaux, c'est-à-dire bilingues et biculturels, ou ça peut être Monsieur Dupont qui va partir travailler à Kuala Lumpur ou à Buenos Aires. On a quand même des gens, les gens qui partent sont quand même des gens assez expérimentés, c'est quand même des profils qui ont une vraie compétence technique, parce que on part pas, donc mis à part le système du VIE qui marche relativement bien, on a une dizaine de VIE en permanence dans l'entreprise, mais globalement les gens qui partent sur des projets à l'international sont quand même des gens qui ont de l'expérience. Mais après, c'est assez ouvert. Souvent, ils se forment en France. Il y a un passage souvent par la France, parce que la France, on a quand même une vraie réputation mondiale dans le domaine ferroviaire, et une vraie compétence, un vrai savoir-faire. Donc, le passage par la France est souvent intéressant. C'est-à-dire qu'un passage de quelques années en France, avant de partir à l'international, est assez intéressant. Nicolas Leroy. Alors, quel type de package aujourd'hui, de façon pragmatique, vous proposez aux gens en termes d'accompagnement ? J'imagine que vous les aidez, mais on se souvient qu'un expatrié, à la grande époque, il y avait l'école, la maison, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez sur des projets ponctuels comme ça, à vos ingénieurs, par exemple ? On a des packages. Alors, c'est vrai que c'est sûr que on est plus aujourd'hui sur des contrats local plus. C'est plutôt une tendance générale. De toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que le prix d'un expatrié est quand même excessivement cher. Donc, ça dépend vraiment des pays, en fait. Donc, le vrai contrat expatrié se fait moins. Se fait moins aujourd'hui. Alors, on a encore des contrats évidemment expatriés, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on réfléchit à chaque fois en se disant, en fonction du pays, de la destination. En matière de salaire, un peu l'accompagnement. En matière de salaire, ce qu'on touche en France et ce qu'on touche quand on est expat, il y a quoi ? Il y a une grosse différence ?
Il y a une prime au départ à l'étranger ? Ça se joue pas mal aussi sur les avantages qu'on a à côté, s'il y a la scolarité, la maison, les choses comme ça. Donc, et il peut y avoir, en effet, oui, il y a des primes, évidemment, qui existent. Évidemment. Ouais. Jean-Pierre Pont veut réagir. Oui, là on parle des grandes entreprises, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a énormément aujourd'hui de travailleurs indépendants qui partent créer leur restaurant, des travailleurs nomades. Oui. Il y a énormément de jeunes qui travaillent en numérique, donc ils peuvent travailler aussi bien des îles Canaries que des Philippines, à partir du moment où ils travaillent en numérique. Et tous ces gens-là sont des individus, des individuels, et c'est la grande masse des gens qui partent aujourd'hui. Alors, le problème, c'est qu'ils partent souvent sans filet. Ils oublient qu'il existe une caisse des Français de l'étranger, une caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, hors Europe, bien sûr, qui donc assure et également prévoit la retraite de base. Bon, donc tout ça, c'est un problème d'information, mais tous ces jeunes qui partent souvent les mains dans les poches oublie qu'on peut s'assurer une éducation. On a un réseau de près de 530 lycées dans le monde, avec actuellement presque 400 000 élèves. Et le président Macron a demandé qu'en 2030, on double le nombre d'élèves. Donc ils vont passer à 700 000. On a un réseau d'écoles d'entreprise à travers la Mission Laïque, qui est une association exceptionnelle, qui a 150 écoles dans le monde et lycées, dont des écoles d'entreprise pour Total et autres. Sur les plateformes ou dans des endroits invraisemblables en Indonésie, ils vont créer une école où les enfants d'expatriés vont être éduqués dans un endroit vraiment invraisemblable. Donc tout ça, on a la chance d'être très bien organisé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Ça c'est vrai. Antoine Ridan, quel type de poste aujourd'hui vous recherchez ? Est-ce que aujourd'hui il y a des postes qui sont ouverts et sur quelle expertise ? Parce qu'on parlait des métiers, 12 métiers différents. Quelle expertise est le plus recherché aujourd'hui chez vous ? Ça va être des directeurs de projet, des chefs de projet. Donc ingénieur. Ingénieur, profil ingénieur. Voilà, il y aura déjà un beau parcours professionnel. Mais ça peut être aussi des ingénieurs travaux sur des métiers assez pointus, type signalisation, caténaire, où il y a des vraies technicités. Et là, on a besoin d'expertise. Pour nous, c'est mort. C'est fini. Et malheureusement, je ne peux pas vous créer de faux espoirs. Non, mais on va rester là, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Chez Colas Rail, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est un passage expatrié ou est-ce que c'est un aboutissement ? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça dépend vraiment des cas de figure. Il y a des gens qui... je pense que c'est de moins en moins un aboutissement. Mais on n'embauche pas quelqu'un pour partir directement sur un chantier, ou alors c'est possible ? Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il faut qu'il ait une vraie expérience professionnelle et une vraie expertise professionnelle. Et là, il peut partir directement à l'international. C'est ce qu'on fait parfois sur des profils assez spécifiques. Comme quoi, par exemple ? Des ingénieurs, justement, signalisation, des profils comme ça qui sont assez pointus, assez rares, des courants faibles, des profils RAMS, c'est tout ce qui est technique, tout ce qui est sécurité, mesure, donc tout ça, c'est des profils assez rares, donc on peut les envoyer potentiellement directement en international. Nicolas Leroy. Est-ce que c'est un passage obligé à l'international pour évoluer au plus haut niveau dans votre entreprise, ou, moi j'avais constaté dans certains grands groupes, c'était l'un ou l'autre. Soit vous faisiez oublier dans une sombre filiale en Indonésie, et le siège vous avez oublié, ou dans d'autres entreprises, c'est un vrai passage obligé pour évoluer au plus haut niveau. Je pense que les deux sont vrais, mais c'est vrai que je pense que l'expérience internationale, elle apporte quand même un vrai plus. Elle apporte quand même un vrai plus. Et vous, en tant que DRH, vous pensez à celui qui est en Indonésie ? C'est la difficulté, c'est que la personne qui reste à un moment donné trop longtemps et qui est complètement, et qui reste 20 ans, 30 ans, à un moment donné, elle est aussi déconnectée, quoi. Elle est plus du tout connectée avec la façon de travailler en France, donc forcément, et elle n'a pas forcément envie de revenir non plus, donc voilà. C'est un choix de vie aussi après. D'avoir des gens qui voulaient pas revenir en France. Oui. Oui, moi j'ai vu des gens, pas forcément chez Colas Rail, mais chez Bouygues, des gens qui ont fait toute leur carrière à l'international. Et on a un exemple. Qui n'avaient pas envie de revenir, qui étaient vraiment leur plaisir, c'était de vivre à l'international, de passer de projet en projet, et puis de continuer leur carrière comme ça. On va poser la question justement à un expatrié qui est parti à Dubaï il y a quelques années. Benoît Lamonnerie sera avec nous, entrepreneur. On va en parler avec lui. C'est Dubaï, surnommé la Golden City, une destination incontournable du Golfe, et beaucoup de Français sont partis là-bas. On en parle dans un instant. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On parle des Français à l'étranger, des expatriés, en tout cas des entreprises qui aujourd'hui permettent à chacun d'entre nous, Français, de pouvoir avoir une carrière à l'étranger et de pouvoir peut-être inscrire sur son CV de belles entreprises. Avec nous pour en parler, en tout cas, nos invités du jour, Nicolas Leroy, directeur du recrutement Groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba, Antoine Ridan, qui est DRH Colas Rail, et puis on a demandé à un expert, en tout cas, de ses départs à l'étranger, Jean-Pierre Pont, qui est
est avec nous, éditeur du site et du magazine Français à l'étranger. Je vous invite à aller voir sur ce site internet si vous voulez apprendre beaucoup de choses, parce qu'on en apprend énormément aujourd'hui. Et il y a également la version papier. Absolument, et tout à fait. Et nous sommes en direct avec Benoît Lamonnerie qui est avec nous, puisqu'on parlait d'expatriés. Il est parti il y a quelques années à Dubaï. Benoît Lamonnerie, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes français, vous êtes parti à Dubaï. Racontez-nous un petit peu votre parcours pour qu'on comprenne bien. Vous travailliez à l'époque à la Fédération française de sport automobile et vous avez eu l'occasion de vous expatrier. Oui, je suis parti il y a un petit peu plus de 20 ans à Dubaï pour construire un circuit de sport automobile qui a vu le jour donc il y a 18-19 ans à Dubaï. Et depuis, je suis resté. J'ai fait différents métiers, mais j'ai aimé la vie d'entrepreneur là-bas et j'y suis resté. J'y suis toujours aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette... Parce que quitter ses amis, sa famille et partir à l'étranger, vous étiez parti pour un délai particulier ou il fallait revenir avant ou comment ça s'est organisé ? Oui, j'étais parti au départ pour une mission de 4 mois et c'est une mission de 4 mois qui dure maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Il faut rentrer, monsieur Lamonnerie, maintenant. C'est les prolongations et les tirs au but, là, pour utiliser une métaphore footballistique. En effet, ce qui m'a plu là-bas, c'est le dynamisme du pays et toutes les opportunités que j'ai pu trouver sur place. Je suis pas certain d'avoir pu les trouver dans un autre pays à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est fréquent les expatriés qui partent par exemple là pour la Fédération française de sport automobile et qui restent sur place. C'est assez fréquent. On dit et puis tiens, j'ai plus envie de revenir en France. La première raison souvent, c'est d'avoir trouvé un conjoint ou une conjointe sur place. Oui. Donc de créer une famille avec une personne de la nationalité du pays dans lequel vous résidez. Et à partir de là, vous avez envie de rester. Je crois que Benoît Lamonnerie, ça doit être le cas, je pense. Je ne veux pas rentrer dans sa vie privée. Mais ça n'a pas été le cas tout de suite. Moi, ça a été le cas qu'après une dizaine d'années. C'était pas très fréquent à l'époque que les expatriés, notamment à Dubaï, restent longtemps. Tout le monde venait en général pour des missions de 2-3 ans et repartait. C'était vraiment une plateforme de transit. Maintenant, je vois de plus en plus de gens qui viennent et qui effectivement font complètement leur vie et élèvent leurs enfants et se projettent même dans l'avenir de leurs enfants sur place. Oui. Difficile quand on est un Français. À l'époque, Dubaï, il y a 20 ans, n'était pas le Dubaï d'aujourd'hui, forcément. Là, c'était peut-être le quart même de la ville qui existe aujourd'hui en matière de surface. Est-ce que c'était compliqué à l'époque de se faire un trou à Dubaï ? Non, je pense que c'était presque plus simple à l'époque que maintenant parce qu'effectivement il y avait moins de gens, donc moins de compétition, beaucoup plus de choses à faire. Être français n'était pas du tout un inconvénient. Alors effectivement, c'est une ville anglophone, donc les Anglais étaient beaucoup plus surreprésentés, mais à partir du moment où vous maîtrisez la langue, les chances étaient les mêmes pour tout le monde. Nicolas Roy. Alors quels sont les atouts de Dubaï justement pour s'expatrier pour un Français, parce qu'au-delà de l'image que véhiculent les médias sur les impôts, etc., qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant justement en tant qu'entrepreneur pour parler de cette ville ? Alors, encore une fois, moi la décision, elle a été prise il y a 20 ans, donc effectivement, la ville a beaucoup changé. La fiscalité, c'était vraiment pas un sujet pour moi, parce que je suis parti, j'avais 25 ans, je payais déjà très peu d'impôts en France, parce que je gagnais très peu d'argent. En fait, c'était vraiment le dynamisme et la possibilité de créer des choses. Mon premier métier, c'était dans le sport automobile. Effectivement, tout a été fait en Europe, aux États-Unis et d'une certaine mesure en Asie. Dans la péninsule arabique, il n'y avait rien. Donc, il y avait tout à créer à partir d'une page blanche. C'était un vrai défi professionnel très, très excitant, bien plus que des conditions de vie ou des conditions fiscales. Aujourd'hui, vous êtes devenu entrepreneur à Dubaï. Est-ce que ça veut dire que vous, maintenant, vous allez chercher des Français ? Alors oui, je suis devenu entrepreneur, je suis devenu restaurateur. Est-ce que je vais chercher des Français ? Oui, pas nécessairement des Français. Enfin, j'ai aucun préjudice contre les Français ni favoritisme. Il y a de plus en plus de Français. Beaucoup réussissent très bien là-bas. Certains un peu moins et repartent. Mais le français s'exporte plutôt bien. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Quelle est l'image du français, dans la péninsule arabique, en général, et à Dubaï en particulier ? Alors, du français, je sais pas, de la France, elle est forcément liée à un temps de travail un peu limité, à des grèves assez fréquentes. Néanmoins... Il peut dire ça, il est à Dubaï, il a le droit. Néanmoins, les Français qui arrivent, il y en a beaucoup qui arrivent et qui travaillent, qui font pas grève, qui parlent bien anglais, qui réussissent.
Ouais, et on a plutôt une bonne image à l'étranger. Ouais. C'est une vraie formation finalement de partir à l'étranger, d'avoir la possibilité d'apprendre de la culture d'autrui et d'être plutôt très ouvert sur le monde extérieur finalement, Nicolas Leroy. Alors oui, aujourd'hui, dès qu'on parle recrutement d'un certain niveau d'études, vous devez avoir passé 1 an à l'étranger, effectivement pour le côté diversité culturelle, mais également aussi pour apprendre un nouveau rapport à l'emploi, parce qu'il est quand même très propre à la France, celui que nous avons. Et donc effectivement, comme vous disiez, je pense que ça ouvre des perspectives et ça donne des salariés évidemment qui travaillent différemment. Antoine Ridon, vous avez fait le métro, le tramway de Dubaï, où il y a un truc en cours ou pas là pour prendre le contact directement avec le métro? En l'occurrence, non, on n'a pas fait le tramway. C'est le moment de sortir le bon de commun. C'est ça, exactement. Je vous envoie ça. Sur de bons rails. Non, c'est la concurrence qui l'a pris le contrat. Ouais, je crois qu'il y a le STOM aussi. C'est Alstom. Ouais. Ah ben vous lui faites du mal, c'est pas bien ce que vous faites. Et la RATP. Française aussi. Jean-Pierre Pont, aujourd'hui sur Dubaï, ville où on a dit depuis ces derniers mois, c'est l'Eldorado. Est-ce que c'est autant l'Eldorado que ça? D'abord, il faut élargir aux Émirats Arabes Unis. Oui, c'est ça, absolument. Abu Dhabi est en pleine croissance également. Il y a à peu près 30 000 compatriotes qui résident là-bas. Et on a surtout une bonne image parce que grâce au président Chirac, qui était très apprécié à l'époque de la guerre en Irak, etc. Oui, absolument. Donc on a une excellente image. En plus, c'est vrai que il y a une communauté franco-libanaise et franco-palestinienne très importante qui est francophile. Donc celui-là, la diaspora francophone se développe de plus en plus. Et puis il y a beaucoup de métiers, si vous voulez, dans lesquels on est leader. Donc globalement, la restauration, par exemple, comme Benoît Lamonnerie. Entre autres, oui. Mais je veux donner un exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Chaloub, qui est un Syrien d'origine, de Damas, qui avait le magasin Christophe à Damas il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, il est franco-syrien. Sa famille a développé. Ils ont 850 duty-free au Moyen-Orient et en Asie. Ils pèsent des milliards. 850 duty-free. Donc, c'est un binational. Franco-syrien. Et il a recruté des dizaines et des dizaines et il développe toutes nos grandes marques de luxe. Ah oui. On pense jamais à cette diaspora binationale. Ah, c'est bien, c'est bien. Qui pèse très très lourd. Est-ce qu'il y a une communauté, est-ce que entre Français à Dubaï, finalement vous vous serrez les coudes ou non? Vous vous retrouvez pour les matchs de foot des Bleus, de Ligue des Champions, de rugby? Oui, ça c'est toujours des moments où on se retrouve. Est-ce qu'on serre les coudes? Oui, de manière assez naturelle, parce que forcément les écoles des enfants fait qu'on est plus amené à se fréquenter, donc forcément on s'aide un petit peu plus, mais pas autant par exemple que la diaspora libanaise ou russe par exemple. Non, je sais pas très... Oui, je sais pas. Alors, il y a une très grosse communauté russe. Je sais pas non plus s'ils se serrent les coudes plus que d'autres, mais oui, il y a encore une fois, en tout cas, aucun problème à s'aider entre Français, ouais. Ah oui. Finalement, ces contrats à l'étranger, Antoine Ridon, c'est extrêmement riche pour ceux qui partent finalement, et puis riche pour l'entreprise qui les fait partir, parce que quand ils reviennent, ils ont une vision, j'allais dire très très large, socialement parlant, culturellement parlant, c'est très riche pour une entreprise. Ouais, c'est très riche. Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'être expatrié. C'est vrai que c'est des expériences assez incroyables. Moi, j'étais en Belgique. J'étais sur des îles plutôt sympathiques. Je suis parti expatrié. J'étais à Tahiti pendant sur il y a pire. Pas désagréable comme expérience. Non, mais ça c'est une escroquerie, c'est pas pareil. Et Chypre, voilà, pour les constructions des aéroports. Et je suis parti aussi au Brésil, mais à titre personnel, pour le coup, pour une aventure. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est des expériences à chaque fois qui sont très riches, parce que ça ouvre. Forcément, ça développe la curiosité, la capacité à s'adapter, c'est des rencontres, c'est hyper riche. Donc c'est vrai que quand on a vécu ça, je pense que ça offre une ouverture d'esprit et puis une capacité du coup à s'adapter, à s'adapter aussi en entreprise, qui est clé aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Benoît Lamonnerie, en tout cas d'avoir été avec nous et de ce témoignage. Vous restez avec nous. Olivier Schetaït sera avec nous dans quelques instants, directeur général fiducial US et Suisse. On fait une petite pause. C'est les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, on parle des Français de l'étranger, des expatriés, et on va prendre la direction des États-Unis. Nous sommes en compagnie d'Olivier Schetaït, directeur général, directeur fiducial USA et Suisse. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, fort très et bien. clair. On dirait que vous êtes à côté de chez nous. Vous êtes où? Écoutez, Vous êtes où et quelle heure est-il?
Alors, il est 13h43 précisément, Ouais. et je suis dans la ville de Columbia. J'ai cru C'est que une vous ville n'en qui est- souvenez plus. Je suis où là Si, Je si. suis où Je suis dans une ville qui est située en fait à mi-chemin entre Baltimore et Washington, donc dans l'État du Maryland, donc sur la côte est des États-Unis. Voilà. Alors, dans une entreprise de service comme Fiducial, quels sont les profils recherchés pour l'expatriation ? Alors pour l'expatriation, aujourd'hui, nous recherchons essentiellement des postes pour notre filiale Jade Fiducial. Donc c'est une filiale spécialisée dans l'implantation des Français aux États-Unis. Donc il faut savoir que l'expatriation, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. J'écoutais votre émission depuis tout à l'heure, et c'est vrai que l'expatriation aux États-Unis, c'est beaucoup de contraintes administratives. Il faut un visa, il faut effectivement faire face parfois à la bureaucratie américaine. Très réglementé. Et donc, on a, La carte verte. voilà, la carte verte, c'est un processus assez long, effectivement, qui prend plusieurs années, qui est assez coûteux, pour lequel il faut être, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, être sponsorisé par son employeur. Donc toutes ces contraintes font que il faut être bien accompagné. Donc j'en profite pour parler de Fiducial Jade, qui accompagne effectivement les entrepreneurs qui s'implantent aux États-Unis. Donc et nous cherchons particulièrement des profils en taxes ou en comptabilité, des Français qui souhaitent venir renforcer nos équipes. Alors actuellement, on recherche j'en profite, pour le siège de Columbia, nous recherchons un contrôleur financier, un financial controller, pour de langue maternelle française et avec un certain niveau d'études en comptabilité, pour venir nous seconder sur la partie. Et un niveau d'anglais, on est d'accord, hein, puisque vous Oui, n'avez avec pas, évidemment. C'est ça. Avec évidemment un niveau d'anglais. Tout à l'heure, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit sur Erasmus. Donc moi, j'ai pas un profil d'expat pur, parce que je n'ai pas vécu à l'étranger avant. J'étais très local. Voilà, quand j'étais enfant ou adolescent, ou même dans le début de ma carrière. Et puis c'est vrai que j'ai fait une année d'Erasmus où j'ai appris l'anglais. Donc et c'est vrai que ça a été une année très importante dans mes études, où j'ai vraiment eu cette envie aussi de reproduire un jour cette expérience de manière un peu plus poussée. Voilà. Jean-Pierre Pont. Oui, il faut savoir qu'aussi Erasmus+ envoie des jeunes hors Europe. Ça, on le sait pas, mais il faut aller sur leur site. Ils ont des programmes binationaux souvent, qui vous permettent aussi bien d'aller dans les pays du Maghreb que d'aller dans ce que j'appelle le faux Eldorado des États-Unis, parce que c'est tellement difficile de s'y intégrer et d'avoir un visa que, comme l'Australie, ce sont des pays qui sont devenus inaccessibles, parce que le monde entier veut y aller. Et on peut apprendre toutes les langues. Voilà, Ouais, mais en dehors de ça, si vous voulez, Erasmus est un outil complémentaire des études, parce qu'on commence à Erasmus aussi en primaire. Hein. Il y a des classes entières qui se déplacent d'un pays à l'autre. C'est génial. Mais aujourd'hui, je vous l'expliquais tout à l'heure, les chômeurs également sont pris en charge à travers un budget qu'Erasmus donne à Pôle emploi. Donc il faut aller dans votre agence Pôle emploi si vous voulez apprendre l'allemand, par exemple, et aller travailler en Allemagne, et ils vont vous prendre en charge. Comme Pôle emploi, vous payez également votre déménagement si vous trouvez un emploi en Europe. Ah oui. Oui, à travers EURES. Et si on faisait Sud Radio en Espagne? Oh, ce serait bien. Exactement. Barcelone, ça vous va? Hablo espagnol, hablas espagnol? Si, yo también. Très bien, très bien. Bon, on va y aller. Cet accompagnement, Nicolas Leroy, à l'étranger, forcément de Fiducial, on recherche quel type de profil? Parce qu'on parle beaucoup de savoir-être dans l'emploi, qui est important aujourd'hui. Et lorsqu'on n'a pas ces employés sous la main et qu'ils sont à des milliers de kilomètres, il faut être sûr aussi qu'ils représentent bien l'entreprise. Alors justement, Olivier, j'ai participé à son transfert, on va dire, de la France vers les États-Unis, puisque c'était mon premier recrutement chez Fiducial à 6 ans. Ah oui. Et déjà à l'époque, il voulait aller aux États-Unis. Et donc depuis 1 an et demi, il va pouvoir nous parler de son installation là-bas, parce que vous l'avez dit, la bureaucratie américaine est quand même surprenante, puisque c'est un pays où on peut monter une société en 2 heures, mais par contre, pour avoir un visa, il faut passer son temps à l'ambassade. Donc c'est ça qui est très surprenant. Donc ça peut être intéressant justement de voir avec Olivier quelles sont les difficultés quand on arrive là-bas, même si Fiducial accompagne parfaitement ses salariés, il y a quand même des difficultés, je pense, quand on arrive là-bas. Olivier Chetaille.
Oui, alors c'est vrai qu'on on est face, comme on l'a dit, on est face à la bureaucratie américaine. La première étape, effectivement, c'est le visa. Il faut savoir qu'il y a 17 visas pour travailler aux États-Unis. Donc il y a des visas étudiants, il y a des visas pour les jeunes actifs, il y a des visas comme le mien qui sont des visas d'entrepreneurs et de salariés d'entrepreneurs, donc le fameux E2 visa. Et puis il y a des visas pour les stars de cinéma, les stars de sport, etc. Donc et souvent, par exemple, on me pose la question, on me dit est-ce que mon fils, tu comprends, t'es aux États-Unis, est-ce que mon fils peut faire un stage, apprendre l'anglais, travailler, etc. Et moi je dis avec plaisir, mais par contre c'est un processus très long. Il faut savoir que un visa G1 ça coûte environ $2000 à l'entreprise et on prendra pas pour un stage de 3 semaines ou de 2 mois. Il faudra un minimum 4 à 6 mois de stage, voire plus. Pour 6 mois, c'est vraiment 5-6 mois, c'est le minimum pour pouvoir amortir cela. Alors on a parlé de la notion aussi de sponsor. C'est très important parce que il faut savoir que si votre green card par exemple est sponsorisé par un employeur, si pendant le processus d'obtention de votre green card vous perdez votre emploi, eh bien vous devez tout simplement rentrer dans votre pays d'origine. Aujourd'hui, un G1 ou un visa E2 comme le mien, si demain Fiducial décidait de se séparer de moi, ce que je ne souhaite évidemment pas, eh bien je devrais rentrer sous 30 ou 60 jours. Néanmoins, une fois qu'on a passé ce cap du visa et puis de ces démarches administratives comme le fameux SSN, le Social Security Number, qui est vraiment la chose la plus importante aux États-Unis après le visa, puisque ce numéro de sécurité sociale, même s'il n'y a pas vraiment de protection et de sécurité sociale aux États-Unis, ce numéro de sécurité sociale, il vous permet tout en fait, de ouvrir un compte bancaire, contracter un contrat d'électricité, acheter une voiture. Donc c'est tout un process. Après je dirais il y a des petites choses comme ça, des petites particularités. Il faut savoir que les États-Unis, ça tout le monde le sait, c'est un État fédéral, donc chaque État aussi a ses propres réglementations. Voilà, par exemple, moi dans le Maryland, j'ai de la chance parce que pour mon permis de conduire, je n'ai eu qu'à passer un test sur qui s'appelle, pour l'anecdote, qui s'appelle Safe and Sober. A Guide to Driving in Maryland, c'est-à-dire que j'ai dû apprendre les effets de la drogue et de l'alcool sur la conduite pour ensuite passer un examen en ligne et avoir un petit certificat à présenter au Maryland Automobile Association pour avoir mon permis de conduire. Document également très important aux États-Unis puisque le permis de conduire est la vraie quelque part carte d'identité. Vous avez évidemment votre passeport français, mais avec avec le permis de conduire, vous pouvez effectivement avoir accès à tout. Et donc il y a des petites choses comme ça à savoir. Il faut pas venir aux États-Unis avec son visa touristique et son ESTA qui est valable 90 jours et penser qu'on va trouver un emploi là-bas, que votre employeur va vous demander votre visa. C'est tout des choses à bien appréhender. C'est un cheminement très long. Jean-Pierre Pont voulait réagir. Moi, je vais vous donner une note d'optimisme quand même. Est-ce que vous savez qu'on peut obtenir une green card en participant à une loterie? Oui, absolument. Il faut que les gens le sachent en allant sur le site du consulat. Il ne faut pas trop compter dessus quand même. Non, mais on a le droit de rêver. On peut jouer, c'est comme le loto. Mais c'est tellement dur d'avoir un visa quand on n'a pas un diplôme ou un employeur. J'ai joué une fois pour voir, mais il y a assez peu de chances de... Je croyais que Donald Trump l'avait stoppé, ça. Non, parce qu'ils ont besoin quand même d'immigrés de qualité. Mais là, c'est une loterie qui est vraiment formidable. Alors, comme il y a très peu de Français qui la connaissent, on a plus de chance quand on est français que quand on est marocain. Ils sont les leaders dans le monde, les Marocains, pour la loterie. On s'inscrit, Philippe David ? On peut tenter. On peut essayer. Take a chance on me, ça rappelle une chanson, ça. Mais je vous préviens, si c'est vous qui gagnez, vous me le donnez. Je vous le donne. Vous me quitteriez pour je vais pleurer. Non, je vous quitterai pas. Mais comme ça, je l'aurai. Je pourrais le montrer à tout le monde. Merci mille fois à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci Olivier Chetaille, directeur général fiducial US et Suisse. On est ravis de vous avoir eu et puis embrassez nos amis américains pour nous bien sûr. Merci beaucoup Benoît Lamonnerie, entrepreneur. Merci Antoine Ridon d'avoir été avec nous au DRH de Colas Rail. Allez voir sur le site pas mal d'annonces. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Pierre Pont pour tout ce bon savoir, éditeur du site et du magazine Français à l'étranger que je vous incite à lire parce qu'il y a plein de belles informations que nous ignorions et en tout cas on est ravis de l'avoir avec nous ce soir. Et merci beaucoup Nicolas Leroy, directeur de recrutement groupe fiducial
fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Merci à notre équipe formidable, on vous embrasse, on vous retrouve demain à partir de 17h.